Eh bien bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous êtes prêts. C'est le retour des petites infos révoltantes. Ça fait un petit moment que je voulais reprendre ce concept de revue de presse, un peu personnel. C'est un peu un fourre-tout, vous allez voir. Un fourre-tout de sujets d'actualité qui nécessitent pas forcément des vidéos complètes, mais que j'ai quand même envie de vous partager. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça va être les petites infos révoltantes. La revue de presse erratique, pas hebdomadaire, pas mensuelle, juste un peu n'importe quand. Revue de presse perso, spécial trouble fait. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette fantastique chaîne et à partager mes vidéos. Parce que c'est gratuit, ça fait vivre la chaîne, et ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur Tipeee ou en vous rendant sur ma boutique zoneartisanale.com. Zone Artisanale, c'est la traduction concrète des idées que je prône sur cette chaîne. Un projet pertinent qui répond à un besoin réel des artisans et qui encourage le développement de la production française sans subvention. En somme, tout l'inverse de la soi-disant relocalisation engagée par nos gestionnaires de l'année, se résumant à la multiplication d'éléphants blancs structurellement déficitaires, sans clients et bourrés d'argent public. Cette boutique est en constante évolution, vous retrouverez les dernières nouveautés dans l'onglet dédié, et l'onglet artisan vous permet de découvrir rapidement les produits de chacun d'entre eux. Tous les liens sont en description. Merci de votre attention, et reprenons sans plus tarder le fil de notre singerie du jour. On commence avec cette info du 5 août 2024, plastique, pourquoi la France doit payer 1,5 milliard d'euros à l'Europe. On se fait encore voler nos sous. Évidemment, c'est pour l'écologie. Le secrétariat général à la planification écologique, donc on a encore une nouvelle institution, on en apprend tous les jours, il y en a toujours une nouvelle qui sort du bois. Ça a publié un point d'étape sur l'avancée de ses travaux en matière d'économie circulaire, le recyclage. Et on va donc payer 1,5 milliard. Depuis janvier 2021, chaque État membre contribue au budget européen à hauteur de 800 € par tonne d'emballage plastique non recyclé. Ce qui fait qu'en 2023, cela a coûté à la France pas moins de 1,5 milliard d'euros. Ça va sans doute aider au recyclage. Donc c'est ce que nous rappelait le secrétariat général, et bien sûr tout ça c'est pour l'écologie, vous comprenez, il y a de la contamination de l'eau, de l'air, les microplastiques, les évaporations de plastique, tout ça c'est très important. Et aussi ce secrétariat général à l'économie circulaire et tout ça nous explique que le recyclage en fait c'est cher et c'est chiant. Et pour recycler davantage de plastique, il faudrait utiliser des méthodes chimiques pour augmenter nos capacités. Il nous explique que ces technologies ont un rendement plus faible que celles du recyclage mécanique, elles sont coûteuses en investissement public et ne sont pas encore passées à l'échelle industrielle. Donc c'est du prototype. C'est-à-dire qu'en l'état actuel de la science, on ne peut pas visiblement recycler plus de plastique dans des conditions suffisamment rentables. Donc la priorité est donnée à la réduction de la consommation de plastique. D'ailleurs, réduction de la consommation tout court, dans tous les domaines. Et il faudra recycler plus efficacement. Ainsi, nous pourrons réduire la douloureuse facture européenne. Qu'est-ce qui se passe avec cette facture européenne? Est-ce que c'est vraiment pour inciter au recyclage? Pas exactement. Qu'est-ce que la fameuse taxe plastique? Il s'agit de la première des nouvelles ressources propres de l'Union européenne. C'est pour financer le plan de relance. Voilà. Et ça doit inciter les États à mieux recycler. Non, le recyclage, ils s'en foutent. Sinon, on investirait directement dans le recyclage 1,5 milliard, on les donnerait pas à l'Union européenne. Donc le but, c'est évidemment alimenter les caisses de l'UE pour rembourser progressivement le plan de relance. Et de l'autre, on se fout un peu de la gueule des gens, inciter les États membres à recycler davantage. Tels sont les deux objectifs prétendus de la contribution plastique. Cette taxe va rapporter 6 milliards d'euros à l'Union européenne, soit 4% du budget, du moins avant que les États membres n'améliorent à plus long terme leur système de recyclage. Cet effort doit réduire leur facture, mais sans pour autant diminuer les ressources budgétaires de l'Union, grâce à un système de compensation. Donc vous pouvez améliorer autant que vous voulez le recyclage, à la fin l'Union européenne vous prendra quand même 6 milliards d'euros au titre de la taxe plastique. À moins qu'il y ait 100% du plastique recyclé dans toute l'Europe, et là ils taperont sur autre chose. Mais voilà comment ça marche en fait. Il y a un mécanisme de compensation pour qu'on paye toujours 6 milliards à la fin. Les États doivent compléter le budget européen à hauteur du montant voté. Si l'un d'entre eux parvient à limiter sa contribution plastique, parce qu'il a amélioré son système de recyclage par exemple, ou diminué sa consommation, les États membres devront contrebalancer cette baisse par une augmentation de leur contribution, calculée en fonction de leur revenu national brut. Bon, alors après, c'est le bordel technocratique habituel pour calculer tout ça, mais ça veut dire que si vous diminuez
En fait, il y a une espèce de compétition générale en Europe qui est lancée pour diminuer, améliorer en tout cas, son recyclage du plastique ou diminuer sa consommation. Parce qu'en fait, c'est 800 € la tonne de plastique non recyclé. Si tu consommes pas de plastique, t'en as pas à recycler à la fin. Donc, celui qui fait mieux que ses voisins payera moins. Mais si tout le monde diminue sa quantité de plastique non recyclé de 20% par exemple, bah vous payez la même chose. Donc ils ont réussi à créer la taxe qui crée des coûts en plus de la taxe. Donc pour résumer, le plan de relance au niveau français, c'est 40 milliards de déficit. On paye 80 à peu près et on va recevoir à peu près 40. Les chiffres évoluent parce que vous voyez qu'on ne sait pas exactement qui va payer quoi à la fin. Donc, on paye déjà 40 milliards en perte sèche. On va les payer à travers cette connerie de taxe plastique, qui nous coûte déjà 1,5 milliard en 2023. Et pour essayer de peut-être moins payer, eh bien, on va devoir investir à fond dans des technologies non rentables pour le recyclage. Donc on va payer pour pas payer une taxe, il faudra payer quand même, parce qu'à la fin, le plan de relance, il faudra bien le payer. Vous comprenez un peu la connerie du truc ? Mais en même temps, imaginons qu'on se dise on rentre pas dans ce système, et puisque à la fin on sera pas gagnant, on fait pas d'efforts. Si tous les autres États font des efforts, eh ben on se retrouve à être tout seul à payer les 6 milliards d'euros par an. Et on va passer progressivement de 1,5 milliard à 2, 3, 4. Vous voyez un peu la connerie du truc ? Donc non seulement on se fait extorquer de l'argent, mais on nous oblige à en dépenser pour essayer de moins en dépenser. Enfin, c'est complètement dingue, c'est l'Union européenne. Et donc pendant ce temps-là, pour les JO, 6 août 2024, on apprenait que Coca-Cola a été mise en cause pour un usage faramineux de plastique sur les sites olympiques. Ah merde, l'objectif de baisse de la consommation va être un petit peu compliqué cette année. Cette année encore, on va devoir payer. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour ces fameux JO censés être durables, écologiques, vendus comme ça par la mairie de Paris ? Dans l'antre du tennis à Roland-Garros, dans celle de la boxe à Villepinte, pour les quarts de finale du basket à Bercy, la scène se répète, des bouteilles plastiques remplies de Fanta, Sprite ou Coca, les seules à pouvoir être vendues dans les enceintes des Jeux de Paris 2024, sont vidées dans des gobelets consignés à 2 €. Les bouteilles sont jetées dans des sacs de tri au pied du kiosque de vente. Vous avez France Nature Environnement qui fustige une pollution plastique injustifiée. C'est évidemment très intéressant. On pourrait tout à fait donner la bouteille aux gens avec une consigne, on fait une marque dessus et on incite les gens à venir rendre la bouteille à la fin. Mais non, on va rajouter le petit gobelet à la con consigné à 2 €. Et comme il faut faire la file pour avoir le gobelet, puis la file pour avoir sa boisson, puis refaire la file pour récupérer la consigne quand on a pris le gobelet, eh ben, il y a un moment, on fait pas trois fois la file, tu vois. Et les 2 €, ben, il y en a plein qui ont acheté un gobelet plastique à 10 centimes, même pas, à 1 centime. Ils l'ont payé 2 €. Ils auraient pu leur donner les bouteilles plastiques directement, et ces bouteilles auraient pu aller au tri directement, puisque c'est des bouteilles qui sont jetées dans des sacs de tri. Ça aurait pu éviter de faire 2 fois la queue pour prendre le gobelet et le rendre. Non, on va faire autrement. Donc double pollution, avalanche de bouteilles, puis avalanche de gobelets en plastique. Et même si les bouteilles sont triées pour recyclage, elles ont un impact sur la planète à cause de la production, etc. Mais c'est pas parce qu'elles sont triées pour recyclage qu'elles sont recyclées à la fin. Vous commencez à comprendre le problème ? Combien nous a coûté cette histoire au niveau de la taxe plastique d'avoir une avalanche de bouteilles Coca pour les JO ? Ça pourrait être chiffré, ce serait intéressant. C'est d'autant plus intéressant que Coca-Cola ne paye pas ses impôts en France. Allez bâtard. Info toute fraîche du 12 septembre 2024, le fisc français apparemment est en train d'abandonner la majeure partie des redressements ciblant l'embouteilleur de l'entreprise. Et oui, l'embouteilleur, parce que Coca, ils font de l'optimisation fiscale, et ce qui se passe, c'est qu'ils ont des filiales pour embouteiller dans différents pays, dans différentes zones géographiques, mais l'espèce de mixture dégueulasse qui sert à faire le Coca, elle vient des États-Unis, dans le Delaware à mon avis. Et donc, cette mixture est envoyée dans les usines d'embouteillage, qui les mélangent, qui réhydratent la sauce dans les usines, l'embouteille, et c'est expédié. Et donc, par un jeu de facturation, on va pouvoir faire remonter le bénéfice là où est facturée la sauce pour faire le Coca, et à n'en pas douter, c'est dans un état qui s'appelle le Delaware. Donc il y a tout un tas de redressements fiscaux qui étaient, c'est quasiment chaque année, Voilà, on avait donc 370 millions d'euros de redressement pour les exercices 2014 et 2015, 182 millions en 2016, 2017 je crois que c'était aussi épinglé. Donc il y a aussi des redressements fiscaux aux États-Unis et évidemment l'entreprise a fait du chantage à l'emploi, a expliqué qu'elle employait 2500 personnes dans les entreprises et que si le fisc français était trop tatillon, ils pouvaient très bien embouteiller leur merdier dans un autre pays de l'Europe et tout réexpédier par camion sans doute. Ce sera très écologique. Donc nous par contre on va payer la taxe plastique
lié au fait que Coca-Cola est l'un des premiers pollueurs d'ailleurs. Je ne sais plus où est-ce que c'était indiqué. Voilà, le groupe indique en 2022 qu'il produit 134 milliards de bouteilles plastiques, 4250 chaque seconde. Alors là, c'est tout le groupe au niveau mondial. Mais voilà, quoi, la taxe plastique, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose au niveau de Coca, tout simplement, au lieu de payer. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut payer le plan de relance, c'était pour ça à la base. Autre information intéressante dans cet article, donc au niveau des JO, le géant américain a expliqué dans un communiqué qu'il fallait trouver les meilleures conditions de sécurité et de qualité alimentaire pour vendre du soda qui rend diabétique et obèse. D'accord. Ok. En parlant justement de la qualité des machins mis en bouteille, on nous a appris dernièrement qu'il y a eu une grande tromperie à grande échelle, pour masquer des contaminations dans l'eau en bouteille. Donc ça, c'était au 30 janvier 2024, mais ça s'échelonne sur plusieurs années. Plus pure, plus saine, meilleure pour la santé. C'est ainsi que les industriels jouent avec ces arguments pour vendre des bouteilles d'eau 100 fois plus chères que l'eau du robinet. Or, il se trouve que des minéraliers ont utilisé des traitements de purification qui sont autorisés pour l'eau du robinet, mais interdits pour les autres sources et minérales naturelles, censés ne pas en avoir besoin, puisque microbiologiquement saines. Il y aurait au moins 30% de marques concernées, dont toutes les marques Nestlé Waters, qui détient un tiers du marché des eaux en bouteille, avec Vittel, Contrex, Tépar, Pervier. Tout ça est parti d'une dénonciation d'une personne qui a signalé qu'il y avait des petits problèmes dans une usine, enquête de la DGCCRF qui a remarqué qu'effectivement des astuces étaient utilisées pour purifier l'eau, et puis après ils ont fait des études à plus grande échelle auprès d'autres usines, notamment les usines du groupe Nestlé, mais pas que. Une enquête administrative est lancée donc le 10 décembre 2020 et met effectivement au jour des pratiques frauduleuses listées dans un procès-verbal de 120 pages. Mélange non autorisé d'eau de plusieurs sources exploitées par une même usine, mélange occasionnel avec l'eau du réseau, vous payez l'eau du robinet 100 fois le prix que ça coûte, injection de sulfate de fer, filtration de l'eau aux UV, pratique de microfiltration non autorisée. Les enquêteurs signalent par ailleurs que certaines pratiques paraissent conçues pour être soustraites au regard des agents chargés de contrôler. Tout a été fait donc intentionnellement. Le rapport est rendu en 2022. Il estime qu'au moins 30% des marques françaises ont recours à des traitements non conformes. En ce qui concerne Nestlé, la mission d'inspection a constaté de graves écarts à la réglementation. D'une part, des traitements non conformes sont utilisés dans toutes les usines du groupe, microfiltration en deçà de 8 microns, mais aussi charbon actif et ultraviolet, dont l'interdiction est absolue, ne laissant aucune interprétation. Et comme Coca-Cola, pour ces histoires de fiscalité, eh bien Nestlé fait du chantage à l'emploi. Nestlé assure avoir aujourd'hui retiré des usines les traitements ultraviolets et les filtres à charbon actif. C'est gentil de leur part. L'arnaque, je crois, a duré plus de 10 ans, du 10 ou 15 ans. Il continue en revanche la microfiltration en deçà de 8 microns. C'est sur ce point que le groupe demande un assouplissement de la réglementation. Faute de quoi, l'exploitation de certains de ces sites en France, dans les Vosges et dans le Gard, pourrait être abandonnée. Je pense qu'ils en seraient d'ailleurs très heureux, puisque les usines d'embouteillage aspirent toute la flotte de la région, là où elles sont installées, notamment autour de Vittel, et les habitants sont soumis à des pénuries d'eau, à des rationnements sur l'eau. Il y avait des gens qui avaient acheté une baraque, ils ont découvert qu'ils étaient dans un lieu bourré de flotte dans le Massif central, et on leur dit, écoutez, il n'y a pas assez d'eau, il va falloir rationner. Et ils voient partir de l'usine Vittel, qui est juste en bas de chez eux, des centaines de camions tous les jours chargés de flotte. Quelque part, ils pourraient dégager, mais bon. Un chantage à l'emploi qui fait mouche auprès du gouvernement, qui sont vraiment des serpillières, puisqu'ils ont assoupli la réglementation sur la microfiltration pour se soumettre à une entreprise étrangère qui a fraudé pendant des années. J'aurais nationalisé l'usine. Vous ne voulez pas travailler, vous allez dégager. Tu leur fais une poutine. L'usine va redémarrer avec ou sans vous. Dans la plus grande discrétion, selon Le Monde, et ce malgré la mise en garde de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, donc cette agence estime que les filtres utilisés pour le traitement de l'eau ne devraient jamais masquer une insuffisance de qualité, parce que c'est quand même ça le problème. L'eau est dégueulasse, il y a des problèmes de bactéries et de contamination. Parce qu'en soi, les traitements illégaux ne sont pas un danger pour les consommateurs, mais si l'eau a besoin d'être traitée, c'est qu'il y a un problème. Selon les informations du Monde, des problèmes récurrents ou saisonniers de contamination de certains puits par des bactéries coliformes, type Escherichia coli, ont été cachés aux autorités. Des traces de polluants chimiques, comme des métabolites de pesticides, ont également été découvertes dans l'eau de Perrier. Le groupe suisse invoque le dérèglement climatique, la montée du stress hydrique, l'expansion des activités humaines autour des sites. C'est la faute du climat, c'est le réchauffement climatique. C'est pas nous. On n'est pas du tout en train d'entretenir l'usine. Enfin, ils entretiennent mal les usines, c'est tout. Faut aller voir la gueule des canalisations là-bas. Mais bon, bref.
Donc, il y a de l'Escherichia coli dans l'eau en bouteille que vous payez 100 fois le prix parce qu'elle est saine et pure et toutes ces conneries. J'avais vu dans un reportage, il y avait un communicant de la marque Contrex ou je sais pas quoi qui avait expliqué que tout ça était des problèmes conjoncturels et que l'eau avait subi une déviation microbienne temporaire. C'est joliment dit, hein. Il y a de la merde dans la flotte, parce que c'est ça que ça veut dire quand il y a des bactéries Escherichia coli. C'est les bactéries issues des déjections. Et puis après, s'il y a ce type de bactéries, ça veut dire qu'il y a probablement d'autres virus. Donc on teste la qualité d'une eau en recherchant ce genre de bactéries, et après on se doute qu'il y a d'autres virus et d'autres bactéries qui peuplent la flotte. Donc il y a de la merde dans la flotte, et ils te disent c'est une déviation microbienne temporaire. Aïe, 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 aïe. En fait, c'est de l'eau de la Seine en bouteille, à 2 euros ou 3 euros le litre. Ça pourrait plaire à Amélie Oudéa-Castéra, là. Déjà qu'elle se baignait dans la merde des Parisiens. Peut-être que maintenant elle peut la boire. Elle peut boire la merde des Vosges. Bon, ça doit être des quantités infimes, etc. Mais c'est rigolo, quoi. L'eau de la Seine en bouteille, pure et naturelle. Sans transition, le stagiaire plutôt du JT de France 2 est revenu cette année encore. Il avait déjà sévi en 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Le missile sur le toit de la centrale Zaporijjia en Ukraine. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. Un peu plus loin. C'était au moment où on essayait de nous faire peur, nous expliquer que les Russes bombardaient la centrale qu'ils occupaient eux-mêmes et qu'ils avaient l'intention d'annexer et de garder définitivement. Donc la grosse centrale de Zaporijjia où il y a 6 réacteurs nucléaires, je crois que c'est la plus grosse d'Europe, et qui est effectivement sur la ligne de front, c'est un peu dangereux. Et donc, on a l'envoyé spécial qui fait le reportage et qui commente et qui nous explique que ça, c'est un missile planté dans le toit. Et ils ont quand même fait le joint autour, ils sont sympas. C'est efficace, hein. C'est juste une cheminée pétée. Ah. Ce missile planté dans le toit qui... Complètement zinzin. Donc, le stagiaire est revenu. Ça, c'était en août 2022 qu'ils avaient fait ce reportage. Et août 2024, au retour du stagiaire, qui va cette fois s'attaquer à l'aviation. La raison de ce chaos, les vents violents qui frappent l'archipel et qui obligent les pilotes à des atterrissages très périlleux, comme sur ces images d'archives. Coincé entre l'océan et des montagnes. Alors effectivement, l'avion, il a des difficultés, hein. C'est vrai que c'est périlleux. Bon, faut dire, si ça peut vous rassurer, c'est pas la réalité. Non, c'est un jeu vidéo, ça. Ces abrutis, ils ont pris des images de Flight Simulator où les gens font des fois n'importe quoi avec les avions, et ils ont expliqué que c'est des images d'archives qui montraient, je sais pas quoi, le cauchemar des touristes français bloqués à Madère parce qu'il y a des vents violents. Dingue. Voilà comment c'est fait. Et donc ces gens-là prétendent vous informer. Mais il y a pire, puisqu'on a ici, je ne sais même plus qui sont ces éditorialistes, je regarde tellement pas la télé, et surtout pas LCI, c'est vraiment de la merde. On a cette journaliste qui a oublié en fait comment fonctionne la réalité, et ils sont tellement pris dans leur petit microcosme parisien, des fois on a l'impression qu'ils oublient en fait, qu'ils s'adressent à des gens quand ils sont sur leur plateau de télé, qui sont pas dans le petit milieu parisien, et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous allez comprendre. Et vous avez eu cette phrase, il teste des noms parce que c'est un pervers. Vous êtes allé sur un terrain que beaucoup disent en off, mais pas officiellement sur une radio de grande écoute. Est-ce que vous redites ça actuellement cet après-midi, ou vous vous dites non, mon langage a été un peu trop loin? Est-ce qu'un responsable politique devrait dire ça? Ouais. Mais attendez, c'est dingue cette question. Non, je pose une question. Tout le monde le mot dit pervers, off. personne l'avait encore utilisé. Non, mais vous me dites, tout le monde le dit en off. Mais vous le dites à la télé. Mais parce que moi, je savais pas que quand on était en politique, il y avait les trucs qu'on disait pas à la télé, les trucs qu'on disait à la télé. Ce que vous voulez dire. Ah bon? Vous avez vu la réaction? Pour elle, c'est normal. Elle a oublié que les gens sont pas au courant. Elle a oublié que les gens pensent qu'il y a une pluralité dans les médias, qu'ils sont là pour informer le citoyen, que les journalistes sont le 4e pouvoir, tu vois. Et là, ah bon, les gens sont pas au courant qu'on te raconte n'importe quoi à la télé et qu'il y a la réalité puisqu'on en dit? Ah bon? Ah, elle a oublié que ça ne fonctionne que si les gens pensent que tu es là pour les informer, cocotte, la blonde, là, décolorée. Je sais pas son nom. Je sais pas qui c'est. Elle doit être là pour l'été, elle aussi, hein. Elle a oublié qu'il faut que les gens croient ce qu'ils entendent à la télé, et tu peux pas leur dire on se fout de votre gueule, et il y a ce qu'il y a en off, et puis il y a les racontards à la télé pour les idiots qui regardent, quoi. Enfin bref, les apparences s'effondrent. Oui, alors c'est sûr que c'est devenu une pratique courante au sein du pouvoir. Quand vous avez par exemple Macron, lors de la réforme des retraites en janvier 2023,
qui distillait carrément la bonne parole aux éditorialistes influents. Il les a invités à un dîner. Il a organisé un déjeuner presque secret en présence de célèbres éditorialistes. On y trouve Guillaume Tabar, donc du Figaro, Dominique Seux, France Inter et Les Échos, Françoise Fressoz, du Monde, Nathalie Saint-Cric, France Télévisions, etc. L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle influe dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Donc là, on va voir un peu ce qui s'est passé avec l'élément de langage, la victoire de l'irresponsabilité. Les propos du président sont repris dans la plupart des médias invités. En voici quelques traces. Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauze publie un article, Mobilisation contre la réforme des retraites, avec cette phrase « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ». Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression. Macron ne croit pas au blocage du pays, ni à la victoire de l'irresponsabilité. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner, utilise un vocabulaire identique. Tiens. Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité, ni à un pays à feu et à sang, comprenez totalement paralysé. Voilà, victoire de l'irresponsabilité. Et parmi tout ça, les journalistes arrivent quand même à ne pas citer directement Emmanuel Macron. C'est tout l'art de la contorsion, dire sans dire. Il y a ceux qui prétendent que c'est un proche d'Emmanuel Macron qui a parlé, pas lui directement. À l'intérieur du président. Là, ils utilisent des expressions. Ils utilisent des expressions du type dans l'entourage du président, on dit que, ou à l'Élysée, on pense que. Dans tous les cas, les journalistes prennent des libertés avec la vérité, ce qui ne manque pas de poser des questions éthiques. Ah, les libertés avec la vérité, voilà tout. C'est pas du mensonge, on prend quelques libertés. Ça fait penser cette histoire de on dit les choses sans les dire, c'est dans l'entourage du président, alors qu'en fait on cite le président lui-même et qu'on lui sert la soupe et les éléments de langage qu'il a définis, on fait la com du pouvoir, quoi. Il y avait une habitude qui avait été prise par les journalistes de Fox News pour donner leur opinion, mais sans que ce soit vraiment la leur. Ils disaient, pour interroger quelqu'un, certains disent que, et puis ensuite tu rajoutes ce que tu voulais dire. Alors, certains disent que vous êtes complotiste, certains disent que vous n'êtes pas très compétent dans votre domaine, et puis c'est souvent en fait l'opinion personnelle du journaliste qu'il n'a pas envie d'assumer, parce que sinon ça devient un opposant ou un militant. On a pu voir ici que notre ami Duhamel, c'était quelque part par là, voilà, la victoire de l'irresponsabilité. Duhamel sur BFM TV n'hésite pas à reprendre la communication d'Emmanuel Macron. Il faut dire qu'il est quand même cousin avec Amélie Oudéa-Castéra, qui est ministre dans le gouvernement. On avait déjà parlé dans une autre vidéo de la dynastie Duhamel. Ils ont carrément fait l'organigramme avec toute la famille. Oui, là vous voyez suffisamment. Donc vous avez le vieux Duhamel, Alain, 60 ans de télé et d'éditorialisme. Là apparemment il va raccrocher les gants, mais quand même. À l'autre bout, vous avez Patrice Duhamel qui s'est marié avec Nathalie Saint-Cric. Donc Patrice qui était DG de France TV. Nathalie Saint-Cric, éditorialiste depuis de longue date à France Télé. Franchement, faudrait la ranger dans la naphtaline. Et ces gens-là sont les parents donc du petit Benjamin qui fait la communication du président, qui est d'ailleurs en concubinage ou marié avec Agathe Lambert, journaliste politique à France Info. Duhamel est donc cousin avec Amélie, et quand Amélie va à la télé, des fois elle est interrogée par tonton Alain Duhamel, par tata Nathalie Saint-Cric ou par cousin Benjamin. On est dans un petit monde, dans un microcosme. Autre exemple, qu'apprend-on là, le 29 août 2024 ? Autre exemple de népotisme avec le fils de Jean-Louis Debré, là il a mis Bernard, mais ça doit être Jean-Louis Debré, fils de Jean-Louis, donc Guillaume, qui succède au fils de Robert, Fabien, à la tête de LCI. Quant au fils de Robert, il rejoint BFM TV, où il travaillera donc avec le fils de Nathalie Saint-Cric et Patrick Duhamel, le fameux Benjamin, comme on l'a vu. Donc c'est des dynasties maintenant qui viennent squatter les plateaux de télé, les encarts d'éditorialistes, qui ont le crachoir, c'est tout le temps les mêmes. C'est la même famille, et puis ils sont en plus, quand ils sont pas mariés avec des membres du gouvernement, ils en sont les cousins, cousines, etc. La politique et les médias, ça commence à être un milieu de plus en plus concentré et consanguin, avec un festival de népotisme, en fait, tout simplement, parce que c'est les fils d'eux qui finissent par reprendre les chroniques, reprendre les postes de papa et compagnie. Il y a un souci, l'ascenseur social a l'air bloqué en France, en tout cas dans cette partie du monde. C'est les Habsbourg des médias français. Oui, c'est le retour d'une forme d'aristocratie, de petits seigneurs. Alors, c'est la bourgeoisie politico-médiatique qui, par reproduction sociale, maintient ses positions. D'ailleurs, la destruction de l'école, c'est voulu à un moment.
Bref. Alors en parlant népotisme, aristocratie, fait du prince, eh bien la parade olympique voulue par Macron ce samedi, donc c'était hier, au moment où je tourne cette vidéo, voulue par Macron sur les Champs-Élysées va coûter 5 millions d'euros d'argent public. Faute de budget disponible, l'Élysée a décidé de faire raquer l'audiovisuel en piochant dans les recettes afin de payer la fiesta du président. Alors voilà, la fameuse fiesta en question, c'est effectivement un public reportage pour Macron qui va capter en fait l'aspect positif, la vision positive que les gens ont des JO et des athlètes. Là aussi, il y a eu une belle propagande autour de tout ça. Alors écoutez ce petit extrait et vous me dites si on n'est pas en Corée du Nord. Pour l'universel, ensemble, aujourd'hui encore. Oui, quelle histoire. Et c'est pour cette histoire, notre histoire, que nos athlètes vont à présent être décorés. Le festival du PNJ. Ah, là, il n'y en a pas un qui dépasse les 20 QI, c'est abominable. Et donc, ouais, il fait de la SMR JO. Ah, c'est marrant le moment où il dit oui. Oui. Le mec est payé 20 000 balles par mois pour diriger le pays. On est en situation catastrophique. Il fallait changer de ministre il n'y a pas très longtemps. La France est en redressement, en procédure de déficit excessif par l'Union européenne. On a découvert de nouveaux déficits publics qui va être pire que l'année précédente, bref. Et le mec, il a le temps d'aller faire de la SMR et de faire le cake pour aller décorer des gens et se mettre en scène et enregistrer des textes et des machins. Complètement teubé. Regardez-moi, c'est un gosse. C'est littéralement un gosse. Et donc, il fait des trucs de gosse. Je sais pas quoi dire. Ah, il sautille. Non, pas la vidéo, il sautille. C'est resté un gosse, je sais pas, il est peut-être traumatisé par ce que lui a fait subir Brigitte dans son enfance, au moment où il était au collège, ou je sais plus, au lycée. Enfin, il était mineur. Petit détournement de mineur par Brigitte. Depuis, il est sous sa coupe, infantilisé, est un espèce de gros bébé de 45 ans qui fait des caprices et des trucs de gamin. Peut-être qu'il aurait dû faire comme les buralistes. En France, des buralistes utilisent l'IA pour repérer les mineurs. Le 9 août 2024, c'est un outil qui aurait été utile à Brigitte. Elle aurait pu se rendre compte qu'il y avait quand même un petit problème de détournement de mineurs qui, normalement, est passible d'une sanction juridique. J'allais dire d'une amende, mais il y a des gens qui font de la tôle pour ça. Il y a eu une affaire dernièrement dans un collège où un type avait une relation avec une ado. Il a fini, je crois qu'il est en tôle. Mais pour Brigitte, là, c'est la belle romance d'un ado avec sa prof. Donc effectivement, elle aurait pu avoir recours à l'IA et un logiciel lui aurait expliqué qu'il ne faut pas baiser avec les gamins, parce que visiblement, elle n'était pas capable de s'en rendre compte toute seule. Plusieurs centaines de buralistes se sont donc équipés de technologies de pointe pour démasquer les faux majeurs qui voudraient acheter des paquets de clopes, des jeux à gratter, et c'est à peu près tout. J'allais dire de l'alcool, mais il n'y en a pas dans les bureaux de tabac. Donc il s'agit d'éviter les erreurs parce qu'ils sont responsables et des fois, il y a des contrôles effectués par l'Agence nationale du jeu. Et au-delà de 3 contrôles, eh bien, il peut y avoir des fermetures de sites. Je pense qu'il faut quand même faire preuve d'une sacrée mauvaise foi pour que l'Agence nationale du jeu te ferme ton établissement au prétexte que tu aurais vendu des tickets à un ado. Mais bon, comme Franck, que d'autres buralistes se sont tournés vers l'IA, l'entreprise française Bergent, sur le marché depuis 1 an, a déjà vendu sa technologie dans 200 bureaux de tabac à travers la France. Petit problème, le système n'est pas programmé sur les lois françaises. Il considère donc les personnes de moins de 21 ans comme mineures. J'ai trouvé ça bizarre. Une entreprise française qui développe une technologie vendue aux buralistes en France, calibrée sur autre chose que les lois françaises. Oh, comme c'est bizarre! Alors, qu'est-ce qui se passe là derrière? Il y avait un mystère et j'ai décidé de fouiller un petit peu. On tombe sur ce site. Maîtrisez vos ventes aux mineurs avec Bergence. Et en fait, ce n'est qu'une pauvre page. Quand tu vas dans la propos, même le site de Thaïs Descuffion est mieux fait. Donc là, vous avez littéralement un petit bout de texte avec 3 images dégueulasses faites à l'IA, et c'est tout. Quand tu vas dans nos produits, MyChecker Mini Pass Age, grâce à l'intégration de logiciels de caisse, voilà, tu vas pouvoir surveiller l'âge des gens qui passent. Et quand tu vas dans les partenaires, en fait, c'est une technologie qui est développée au Royaume-Uni par une entreprise qui s'appelle Innovative Technology, qui vend des monnayeurs, voilà, et qui a développé une branche IA avec ce fameux truc de vérification de l'âge. Alors, ils ont un problème avec la page, là, mais on va être redirigé. Voilà. Et donc, ce gars-là,
la société Bergence n'est qu'en fait qu'une SARL unipersonnelle qui a été montée en 2021, qui vend des technologies fabriquées au Royaume-Uni, et c'est une boîte de conseil qui fait de la facturation, et en plus, cette boîte de conseil a été conseillée par une autre boîte de conseil spécialisée dans l'IA, et qui va t'accompagner pour faire des contrats, vendre, etc. Tu vois. Nous aidons à vous protéger, donc votre marque, brevet, modèle, etc., à établir et négocier des contrats, vos contrats de vente commerciaux, de R&D, soutien juridique et structurel. Donc c'est un mec qui s'est dit, il y a un truc là qu'on peut implanter en France, et puis je vais demander à une entreprise de conseil de m'établir tous les contrats, tous les machins, et ensuite il va voir les buralistes et il dit c'est ma technologie française ou je sais pas quoi, en tout cas ça a été indiqué comme ça dans la presse, donc encore une fois, il y a un petit problème avec la réalité. L'entreprise Bergens qui vend sa technologie, c'est juste une boîte de conseil qui fait du commercial, quoi. Donc effectivement, petit à petit, la reconnaissance faciale est en train de s'intégrer, comme si on était en Chine, à travers des prétextes. Tu vois, c'est comme pour l'écologie, c'est comme pour les taxes sur le plastique. Là, c'est pour détecter les mineurs au bureau de tabac. Bientôt, ce sera pour les sites porno. Mais petit à petit, tu vois, on va répandre dans les magasins, parce que tous les magasins qui vendent de l'alcool, tous les supermarchés, ils vont être équipés à leur caisse de systèmes de reconnaissance faciale. Et aujourd'hui, c'est pour des histoires de mineurs, mais demain, ça peut être autre chose. Ça peut être, tiens, vous n'avez pas bien parlé sur les réseaux sociaux, on vous désactive votre droit à acheter des trucs. Vous avez dépassé votre crédit carbone, vous avez pris l'avion, on vous a vu, et donc maintenant, il va falloir compenser et faire des économies carbone. Donc on va regarder ce que vous avez acheté à la caisse et on va détecter votre passage. Enfin, ça peut être des conneries comme ça. Donc oui, petit à petit, on va rentrer dans une société de plus en plus fliquée avec des caméras, des détections, et on ne pourra plus aller aux chiottes sans que la NSA ne le sache, quoi. Ouais, s'ils mettent ça dans le supermarché, c'est le traçage systématique. C'est exactement ça. On pourra surveiller la vie de quelqu'un en permanence, en direct, surveiller tous ses passages. Partout où tu passes, tu seras détecté, reconnu, pour être suivi par ceux qui ont accès aux données. Donc en général, ce sera plutôt le gouvernement, je pense, mais voilà. Derrière, ça ouvre des possibilités inquiétantes. Alors, bon, tant pis pour Bergens, cette formidable start-up de reconnaissance faciale française, machin, qui n'est en fait qu'un service commercial. Il y a peut-être d'autres domaines où nous sommes leaders. Vous avez la vallée de la batterie, en France, lancée par notre courageux Bruno Le Maire. Ça marche, ça, non? Eh ben non. C'est la douche froide pour les batteries fabriquées en Europe. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est simple, dans une volonté de ne plus autant dépendre de la Chine, de nombreuses usines de batteries avaient été annoncées en Europe pour alimenter un marché en plein boom. Si beaucoup de projets continuent de se développer normalement, notamment dans le nord de la France avec la vallée de la batterie, ce n'est pas le cas d'autres implantations. Une quinzaine d'usines de batteries sont ainsi retardées, suspendues ou complètement annulées rien qu'en Europe. Toutes ces décisions ne sont pas sans conséquences à long terme sur l'ensemble de l'industrie automobile. Les changements brutaux des tendances du marché obligent à une certaine agilité. Néanmoins, certaines décisions parfois plus politiques qu'économiques semblent également avoir été prises dans la précipitation. Ça, c'est comme les usines de paracétamol, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la santé. Là, vous pouvez voir les vite fait que j'ai publiés dernièrement. Les deux d'ailleurs que j'ai publiés dernièrement, avec l'usine de paracétamol que Macron a voulu, qu'il a payé comme ça, presque avec un chèque de l'État, pour produire une molécule. Alors attends, ça va être 3 fois la consommation française, donc il faudra essayer de l'exporter. Et il se trouve que on n'est pas compétitif vis-à-vis de la production indienne et chinoise, donc il va falloir subventionner après au fonctionnement pour que l'usine ne coule pas. Enfin, ça va être n'importe quoi. Donc ils ont fait pareil sur les batteries. Donc on nous rappelait que les plus gros producteurs de batteries sont chinois, coréens et japonais. Les producteurs européens ne sont pas aussi solides, mais pas entièrement hors jeu pour autant, mais bien sûr. Dans ses ambitions de faire rayonner la voiture électrique de plus en plus fabriquée en Chine, l'Europe va pousser les acteurs de la filière batterie et automobile à s'unir pour développer une production locale de batteries. La fabrication des voitures a déjà été délocalisée en Chine. C'est trop tard. Alors, pour faire les batteries, et en plus, les matières premières des cellules proviennent toujours d'Asie. Donc on veut diminuer notre dépendance à la Chine en fabriquant nos propres batteries, mais en utilisant leurs composants, parce qu'il y a 80% du marché des terres rares au niveau mondial, dans la quasi-totalité des terres rares qui rentrent dans la composition des batteries actuelles, qui sont sous la main de la Chine. Mais la Chine va nous les donner pour qu'on les assemble, puis ensuite ces batteries assemblées repartiront en Chine, parce que les usines de bagnoles ont déjà délocalisé leur usine de montage. Depuis 2 ans, les annonces de gigafactories de batteries se sont donc enchaînées avec des investissements à plusieurs dizaines de millions d'euros et des milliers d'emplois à la clé. Là encore, le chantage à l'emploi
On va créer des emplois et puis on va améliorer votre indépendance vis-à-vis de la Chine. Allez, 2 milliards. Hop, subvention publique. Ces usines ont commencé à promettre toujours plus de capacité de production, c'est normal, c'est pour obtenir plus de subventions. Pour accueillir ces futurs leaders de la batterie, les gouvernements et acteurs locaux n'ont pas hésité à faire tourner la planche à billets des aides fiscales. Dans l'euphorie du moment, personne ne semble avoir vérifié que les projets correspondaient à un réel besoin et pas à une vision idéalisée de la demande de bagnoles électriques en Europe. Désormais, c'est la douche froide. Le marché automobile n'est pas aussi dynamique que prévu. Oh, c'est con ça. Donc l'idée de vendre des bagnoles plus chères à une population de plus en plus pauvre, ça marche pas. Ça, c'est vraiment étrange. Alors, ils les avaient subventionnés pendant un temps, les gens les ont pris. Il y a aussi des règles dans les entreprises qui incitent à acheter des bagnoles qui génèrent le moins de CO2 possible pour éviter par exemple les taxes sur les véhicules de société. Et maintenant, il n'y a plus de subventions. Bon, c'est beaucoup moins intéressant, donc on va en prendre d'autres. On va prendre autre chose. Sur 50 projets d'usines prévus pour 2030, près d'un tiers est freiné, voire gelé. Rien qu'en Allemagne, 5 projets sont plus ou moins condamnés. Northvolt prend notamment un gros revers. Mais AAC, c'est-à-dire Stellantis et Mercedes, a aussi mis en stand-by 2 usines sur les 3 prévues. Plusieurs investissements de constructeurs ont aussi été déroutés vers des usines aux États-Unis à cause de la politique locale. Ils n'ont pas précisé de quelle localité, parce que ça marche dans les deux cas. Il y a la politique locale européenne qui fait que c'est complètement con de vouloir faire des usines de batterie dans cette zone-là, parce que les délocalisations sont extrêmement faciles. Donc, comme je l'ai dit, les voitures électriques sont de plus en plus souvent assemblées en Chine. Il y a aussi un petit problème d'approvisionnement énergétique, il y a un problème d'approvisionnement en matières premières et il y a un problème aussi de subvention. Et les États-Unis, là aussi c'est une histoire de politique locale aux États-Unis, ils ont réservé les subventions aux bagnoles électriques, aux bagnoles assemblées aux États-Unis. Et c'est pareil pour les batteries. Il faut que la batterie soit américaine. Par contre, en Europe, la réciproque n'est pas vraie. Donc ils peuvent tout fabriquer aux États-Unis, mettre ça sur des bateaux, réimporter en Europe et toucher les aides, tant qu'il y en a. Les fameuses subventions pour achat de voitures électriques. Donc ils ont été aux États-Unis, ils sont pas cons. Autre problème, les évolutions rapides dans le choix des technologies de batterie sanctionnent aussi certains acteurs pas assez flexibles. Une usine se prépare au moins 4 ans à l'avance pour ensuite poursuivre la production sur plusieurs années. Or, les technologies évoluent bien plus vite. Beaucoup des projets initiés en Europe se sont lancés autour des batteries NMC, alors je sais plus ce que c'est, nickel, manganèse et je sais plus quoi, ça doit être ça. Hein. Mais la demande est à présent forte pour des batteries LFP, je crois que c'est lithium, c'est ça, lithium, je sais pas quoi. Bon, ça n'a pas d'importance. Tout ça n'est pas donc sans poser problème. Les usines ne sont pas encore sorties de terre, qu'elles sont obsolètes. Le principal problème de cette industrie est qu'elle souffre d'une grande inertie, surtout en Europe, où les projets sont confrontés à la bureaucratie et à des normes environnementales drastiques. C'est aussi pour ça que l'usine de paracétamol, on va mettre 6 ans à la construire. 6 ans pour la faire sortir de terre. Si tout va bien, on l'aura peut-être en 2030. Et alors là, la fin est assez bizarre. Les usines qui ne sont pas construites aujourd'hui pourront venir à manquer si le marché se décide finalement à faire la bascule attendue vers la voiture électrique. C'est assez drôle, hein, parce qu'ils expliquaient que personne semblait avoir vérifié que les projets correspondaient à un réel besoin. Et l'article se termine par un espèce de vœu pieux sur le saint marché qui va se décider à faire la bascule attendue vers la voiture électrique. Personne n'en veut de vos merdes. Donc la bascule vers la voiture électrique, vous voulez la faire, vous? Donc quand il y avait des subventions, les gens achetaient pas. Maintenant qu'il n'y en a plus, ils achèteront encore moins. Et puis comme ils ont de moins en moins de pouvoir d'achat, ça va pas s'arranger. Et que les bagnoles sont de plus en plus chères, à moins de les faire venir de Chine. Là, ce sera moins cher. En attendant, le marché ne manquera jamais de batteries, juste éventuellement de batteries fabriquées ou assemblées en Europe. Et oui, la Chine, l'Asie, plus globalement et un peu les États-Unis, ont les capacités pour fabriquer toutes les batteries nécessaires aux bagnoles électriques. Et si on veut en construire en Europe de manière totalement hors sol, c'est par décision politique, par posture en fait. On n'a pas les matières premières en amont et on n'a pas de clients en aval. Mais on aura les usines de batteries. Ça va être énorme. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la relocalisation. Je vous l'afficherai quelque part par là à la fin de la vidéo. Vous pourrez aller la revoir. Relocalisation, comment Macron prépare un fiasco. C'était il y a 3 ans où on parlait déjà de la voiture électrique, des usines de batterie, des panneaux solaires. On parlait aussi de la fameuse usine d'hydrolienne. Donc voilà, c'était les petites infos révoltantes. La revue de presse, un peu zinzin, que je vous proposerai régulièrement. À très bientôt, pour toujours plus de singerie.